Mes parents m'ont interdit de fêter mes 18 ans parce que mon meilleures histoires de Reddit, je m'appelle Owen et j'ai eu 18 ans il y a quelques mois, ou du moins, j'étais censé les avoir. Mes parents ne m'ont pas vraiment laissé le fêter. Le jour qui devait marquer ma liberté a fini par être la nuit où tout a changé entre moi, mon frère et les gens qui nous ont élevés. J'ai grandi dans une maison où tout tournait autour de mon frère aîné, Caleb. Il avait 2 ans de plus que moi, le surdoué, l'enfant chéri, le futur médecin. Du moins, c'est comme ça que ma mère le décrivait toujours à quiconque voulait bien l'entendre. Chaque fois qu'un ami de la famille venait nous rendre visite, elle trouvait un moyen de mentionner ses notes ou le fait qu'il sacrifiait ses week-ends pour faire du bénévolat à l'hôpital, ce qu'il n'a fait, soit dit en passant, qu'une seule fois. Mon père n'était guère mieux. Il rayonnait de fierté chaque fois que Caleb existait, tout simplement. Pendant ce temps, j'étais l'enfant silencieux qui aimait dessiner, lire et rester dans son coin. Si Caleb obtenait un A, nous allions dîner au restaurant. Si j'obtenais un A, on me disait « Bien joué, mon grand », avant que la conversation ne revienne sur lui. Au début, je ne leur en voulais pas. Je me disais que c'était comme ça que les familles fonctionnaient. Certains enfants sont plus extravertis, plus charismatiques, plus visibles. Mais en grandissant, la différence est devenue impossible à ignorer. Quand j'avais 16 ans, j'ai économisé pendant des mois pour acheter une guitare d'occasion. Je voulais apprendre la musique sérieusement, peut-être même l'étudier un jour. Je me souviens avoir montré l'instrument à ma mère avec un immense sourire, attendant qu'elle dise quelque chose de gentil. Elle l'a regardé, a froncé les sourcils et a dit « C'est bien, mais tu devrais vraiment te concentrer sur quelque chose de pratique, comme ton frère. » Cette phrase m'a hanté pendant des années. Comme ton frère. C'était leur comparaison favorite. Caleb était le fils de la maison, et j'étais l'ombre qui prouvait l'existence de sa lumière. Pourtant, j'essayais de ne pas le prendre personnellement. Je travaillais après l'école dans une petite épicerie, je mettais de côté chaque centime et je faisais de mon mieux pour ne pas créer de problème. Je me disais que lorsque j'aurais 18 ans, je serais enfin traité comme un adulte. J'avais même prévu un petit dîner d'anniversaire. Rien d'extravagant, juste quelques amis dans mon restaurant préféré. Mais 2 jours avant mon anniversaire, maman m'a fait asseoir dans le salon avec ce regard qu'elle avait toujours avant une mauvaise nouvelle. Caleb était affalé sur le canapé, faisant défiler son téléphone. « Owen, a-t-elle commencé, nous avons réfléchi, et peut-être qu'il vaut mieux que tu ne fasses pas une grande fête cette année. » J'ai cligné des yeux. « Une grande fête ? Maman, c'est juste un dîner avec des amis. Je paie tout moi-même. » Elle a soupiré comme si j'étais déraisonnable. « Ce n'est pas une question d'argent. C'est juste que ton frère ne se sent pas bien ces derniers temps. Il n'a pas été accepté dans son premier choix d'école de médecine et nous ne voulons pas le faire se sentir encore plus malin. Eh bien, tu sais, en faisant toute une histoire de ton anniversaire en ce moment. » J'ai ri, pensant qu'elle plaisantait. « Tu rigoles, n'est-ce pas? Vous annulez mon 18e anniversaire parce que Caleb n'a pas été accepté à l'université? » Papa est intervenu de derrière son journal. « Surveille tonton, mon fils. Ton frère traverse une période difficile. Tu pourras fêter ça plus tard. » Je les ai regardés, essayant de comprendre ce que j'entendais. Fêter ça plus tard. Comme si avoir 18 ans était quelque chose que l'on pouvait simplement reporter jusqu'à ce que ce soit pratique pour quelqu'un d'autre. Caleb n'a pas dit un mot. Il a juste affiché un sourire narquois en regardant son téléphone, faisant semblant de ne pas écouter. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, me remémorant chaque petit moment où j'avais été mis de côté pour lui. Chaque anniversaire où il recevait le plus gros cadeau. Chaque Noël où je déballais des chaussettes pendant qu'il avait un nouvel ordinateur portable pour ses études. Et maintenant, même mon 18e anniversaire ne m'appartenait plus. J'ai essayé de raisonner avec eux à nouveau le lendemain matin. J'ai déjà prévenu mes amis. J'ai payé la réservation. Ce n'est pas juste d'annuler maintenant. La voix de maman s'est faite plus dure. La vie n'est pas toujours juste, Owen. Tu devrais être plus compréhensif. Caleb est ton frère. Tu ne te soucies pas de ce qu'il ressent? Cette dernière question m'a frappé de plein fouet, parce que je m'en souciais. Je m'en étais toujours soucié, mais ça n'avait jamais été réciproque. Caleb n'avait jamais manqué une seule fête pour moi. Il n'avait jamais atténué son propre bonheur pour mon bien. Je suppose que les règles ne fonctionnaient que dans un sens. J'ai sauté le petit déjeuner et je suis allé me promener pour me vider la tête.
C'était fin février, froid et gris, et je me souviens avoir pensé à quel point c'était approprié. Mon presque jour d'anniversaire avait l'air d'être en deuil. Quand je suis revenu, maman était au téléphone avec tante Linda, lui disant à quel point j'étais mature d'avoir accepté d'annuler la fête. Caleb était assis dans la cuisine, mangeant des pancakes, et il m'a regardé avec ce petit sourire suffisant. Je suppose que je suis toujours le préféré, a-t-il dit en riant comme si c'était la chose la plus drôle du monde. Je n'ai pas répondu. J'ai juste fait demi-tour et je suis allé dans ma chambre. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé en moi. J'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer à attendre qu'il m'accorde de la valeur. Il n'allait pas se réveiller un jour et me voir soudainement pour qui j'étais. Alors, j'ai commencé à planifier. Pas pour me venger, pas encore, mais pour ma liberté. J'ai fouillé mes tiroirs, emballé l'essentiel et glissé le reste de mes économies dans mon sac à dos. Je n'avais pas grand-chose, environ $1200, mais c'était suffisant pour quelques semaines si je faisais attention. J'ai passé la journée suivante à faire semblant que tout était normal. J'ai souri au dîner, ri aux blagues stupides de Caleb et attendu. Puis, quand l'horloge a sonné minuit, techniquement mon anniversaire, je suis sorti tranquillement de la maison, mon sac sur l'épaule. L'air froid m'a frappé comme une gifle, mais c'était bon. Réel. Je me souviens m'être tenu au bout de l'allée, regardant cette maison, et avoir pensé, c'est la dernière fois qu'ils me prendront quelque chose. J'ai trouvé une chambre bon marché à louer près du Community College et j'ai commencé à faire des heures supplémentaires à l'épicerie. Ce n'était pas glamour, mais pour la première fois, j'étais libre. Pas de culpabilisation, pas de comparaison, pas de Caleb. Les semaines se sont transformées en mois et, petit à petit, j'ai construit ma propre vie. J'ai économisé assez pour emménager dans un petit appartement, j'ai commencé à suivre des cours en ligne et j'ai continué à apprendre la guitare par moi-même. Chaque étape que je franchissais, je pensais à la façon dont ils auraient trouvé un moyen de la gâcher, et j'étais reconnaissant qu'ils ne le puissent plus. Puis, environ un an plus tard, tout a refait surface de manière brutale. Ça a commencé par un SMS de ma mère. On peut parler? Je l'ai ignoré. Puis un autre de mon père. Ton frère traverse une période difficile. Peut-être que tu pourrais l'aider, puisque tu t'en sors si bien maintenant. Ça a attiré mon attention. Tu t'en sors si bien. Comment le savait-il? Je ne leur avais rien dit. Il s'est avéré que Caleb avait trouvé mon Instagram. Il avait vu les photos de mon appartement, de ma guitare, de la petite mais grandissante chaîne YouTube que j'avais lancée pour ma musique. Il avait vu les commentaires des gens qui me soutenaient. Et pour quelqu'un qui avait toujours été l'enfant chéri, voir son petit frère prospérer sans lui devait être insupportable, car la chose suivante que j'ai su, c'est qu'il s'est pointé à ma porte. Et c'est là que tout a vraiment commencé à s'effilocher. Je n'oublierai jamais le son de ce coup à la porte. 3 coups brefs et impatients, le genre qui ne demande pas la permission. Il annonçait juste, j'entre, que ça te plaise ou non. Quand j'ai ouvert la porte, Caleb était là, les mains dans les poches de sa veste, le menton légèrement relevé, arborant ce même sourire narquois qu'il utilisait toujours quand il voulait paraître supérieur. Il n'a pas dit bonjour. Il a juste regardé par-dessus mon épaule dans mon appartement, comme s'il l'inspectait. Alors, a-t-il finalement dit, c'est ici que tu te cachais. Me cacher? C'est comme ça qu'il appelait ça. Pas vivre, pas déménager, pas recommencer à zéro. Me cacher? Je n'ai pas répondu tout de suite. Mon premier réflexe a été de fermer la porte, mais la curiosité et peut-être une trace d'un vieil instinct fraternel m'ont fait m'écarter. Tu veux entrer? Ai-je demandé, la voix neutre. Il a haussé les épaules. Bien sûr. Au moment où il est entré, je l'ai regretté. Ses yeux parcouraient l'endroit comme s'il cherchait la preuve que je n'avais rien à faire là. Les meubles d'occasion bon marché, la pile de vaisselle qui séchait sur le comptoir, ma guitare appuyée contre la fenêtre. Pas mal, a-t-il dit finalement, en passant un doigt sur ma table. Un peu petit, cependant. C'est à moi, ai-je dit. Il a gloussé comme si j'avais dit quelque chose de drôle. C'est ça, l'indépendant Owen, hein? J'avais dit à maman que tu reviendrais en courant au bout d'un mois. J'ai ignoré ça et j'ai demandé, pourquoi es-tu là, Caleb? Il a finalement laissé tomber son faux sourire. Maman et papa s'inquiètent pour toi. Tu es juste parti. Pas de mots, rien. Tu sais à quel point c'était égoïste? Ce mot, égoïste, a fait bouillir mon sang.
Égoïste? Tu veux dire comme se faire dire que je ne pouvais pas fêter mon propre anniversaire parce que tu étais triste pour ton rejet de l'université? Il a froncé les sourcils, ne s'attendant clairement pas à ce que je réplique. Ce n'était pas comme ça. Aussi, c'était exactement comme ça, ai-je dit. Tu étais assis là à manger des pancakes pendant qu'ils annulaient mon dîner d'anniversaire pour toi. Tu n'as même pas essayé de les en empêcher. Il m'a regardé une seconde, puis a haussé les épaules. Ce n'est pas de ma faute s'ils tiennent plus à moi. Tu ne peux pas me reprocher d'être le préféré. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Peut-être un peu de culpabilité ou au moins une prise de conscience. Mais l'entendre le dire si nonchalamment, c'était comme si quelqu'un appuyait son pouce sur un vieux bleu. Donc c'est ça, ai-je dit doucement. Tu es venu ici juste pour me rappeler que tu es toujours leur enfant chéri. Il a souri à nouveau. On dirait que tu es jaloux. C'est là que j'ai réalisé que rien n'avait changé. Il n'était pas là pour s'excuser. Il était là parce qu'il m'avait vu m'en sortir et que ça le dérangeait. Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai ouverte. Tu devrais y aller. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait discuter, mais au lieu de ça, il a affiché ce sourire exaspérant et a dit, d'accord, mais ne sois pas surpris si maman appelle bientôt. Tu lui manques. Après son départ, je suis resté là, à fixer la porte fermée. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de colère. J'ai essayé de me secouer, me disant qu'il disparaîtrait à nouveau. Mais une semaine plus tard, ma mère s'est pointée. Je suis rentré du travail et j'ai vu sa voiture garée devant l'immeuble. Elle était appuyée contre, serrant un sac en papier. Owen, a-t-elle appelé en me voyant. Enfin. J'ai soupiré. Maman, comment as-tu trouvé où j'habite? Caleb me l'a dit, a-t-elle répondu comme si de rien n'était. Ne sois pas en colère. On voulait juste te voir. Je n'avais pas l'énergie de discuter, alors je l'ai laissé entrer. Elle a regardé l'appartement, un peu comme Caleb. Mais au lieu de se moquer, elle a juste soupiré de façon dramatique. Tu ne devrais pas vivre comme ça. Cet endroit est si simple. C'est ce que je peux me permettre. Elle a posé le sac en papier sur mon comptoir. Je t'ai apporté de la nourriture. Tu ne manges probablement pas correctement. À l'intérieur se trouvaient des récipients de restes. Les plats préférés de Caleb. La fameuse lasagne de maman, du poulet parmesan, même cette tarte au chocolat qu'elle lui faisait toujours pour ses anniversaires. Tu sais, je n'aime même pas la plupart de ces choses, ai-je dit doucement. Elle a semblé sincèrement confuse. Vraiment? Je pensais que tout le monde aimait ma lasagne. Bien sûr qu'elle le pensait. Elle n'avait jamais remarqué les détails me concernant. Nous nous sommes assis à table et elle a commencé à parler de la difficulté des choses depuis mon départ. Comment mon père était stressé et comment Caleb faisait de son mieux après son deuxième rejet de l'université. Chaque phrase commençait par ce que quelqu'un d'autre ressentait. Pas une seule fois elle ne m'a demandé comment j'allais. Quand elle l'a finalement fait, c'était sous la forme d'un compliment à double tranchant. Tu as l'air heureux. Je ne pensais pas que tu tiendrais si longtemps ici. Tu as toujours été si sensible. J'ai réprimé l'envie de rire. Tu veux dire que je ne vous ai pas laissé me marcher dessus? Elle a froncé les sourcils. Ne commence pas, Owen. Nous essayons d'arranger les choses. Je voulais la croire. Vraiment. Mais ensuite, elle a dit la chose qui m'a fait réaliser que, arranger les choses, signifiait quelque chose de très différent pour elle que pour moi. Ton frère pourrait emménager avec toi pendant un certain temps, a-t-elle dit nonchalamment. Juste jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Je me suis figé. Quoi? Il a besoin d'un nouveau départ. Tu as clairement réussi à le faire pour toi-même. J'ai pensé que tu pourrais peut-être l'aider. Donnez l'exemple. Je me suis levé. Tu ne peux pas être sérieuse. Elle a cligné des yeux, comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Owen, c'est ton frère. Les familles s'entraident. J'ai ri. Un rire laid et amer qui m'a surpris moi-même. Tu veux dire que je l'aide pendant que vous prétendez que c'est juste? Vous ne m'avez jamais aidé quand j'en avais besoin. Son ton est devenu sec. Ne me parle pas comme ça. Nous t'avons tout donné. J'ai regardé mon petit appartement, l'endroit que j'avais construit à partir de rien, et j'ai dit, non, maman. Je me suis tout donné. Vous avez tout donné à Caleb. Elle est restée là,
sans voix pour une fois. Puis elle a pris son sac à main, a marmonné quelque chose sur mon ingratitude et est sortie. Pendant les semaines suivantes, les choses se sont calmées. Je me suis concentré sur le travail, les cours et la musique. Ma chaîne YouTube a commencé à gagner en popularité. Pas des chiffres énormes, mais assez pour que je puisse voir un avenir se dessiner. Puis, de nulle part, papa a appelé. Je ne lui avais pas parlé depuis mon départ. Owen, a-t-il dit, sa voix mesurée. Ta mère est morte d'inquiétude. Tu n'aurais pas dû lui parler comme ça. Papa, ai-je dit, fatigué, elle voulait que je laisse Caleb emménager. Eh bien, il a besoin d'un endroit, a dit papa, comme si cela expliquait tout. C'est la famille. Moi aussi, ai-je dit doucement. Mais cela n'a jamais semblé compter. Il a soupiré. Tu dramatises. Nous t'avons toujours aimé. J'ai failli rire. Oui, peut-être en théorie. Il y a eu une longue pause avant qu'il ne dise, si tu ne veux pas aider, très bien. Mais ne t'attends pas à ce que nous te soutenions quand les choses tourneront mal. C'était la goutte d'eau. Vous ne m'avez pas soutenu depuis des années, ai-je dit et j'ai raccroché. Pour la première fois, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas seulement de la colère ou de la peine, mais de la clarté. J'ai réalisé que je ne leur devais rien. Mais l'univers n'avait pas fini de tester cette prise de conscience. Quelques jours plus tard, Caleb s'est à nouveau pointé. Cette fois, il n'était pas seul. Il avait une valise. Ne panique pas, a-t-il dit en la posant près de la porte. Maman a dit que tu me laisserais crècher ici. Je l'ai juste regardé. Non, absolument pas, allez, mec, a-t-il dit en passant une main dans ses cheveux. C'est juste pour quelques semaines. Mon colocataire m'a viré et tu as de la place. J'ai une seule chambre, ai-je dit. Et tu peux te permettre un loyer. Tu as un travail. Il a hésité. Ouais, à ce sujet. J'ai démissionné. Bien sûr qu'il l'avait fait. Caleb ne restait jamais assez longtemps quelque part pour faire face aux conséquences. J'ai croisé les bras. Tu ne restes pas ici, Caleb. Il a levé les yeux au ciel. Waouh. Tu te crois vraiment meilleur que tout le monde maintenant, hein? Le grand homme avec une chaîne YouTube et un appartement miteux. Sors, ai-je dit. Il n'a pas bougé. Tu sais, maman a raison. Tu as changé. Tu étais gentil avant. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. Tu étais tolérable avant. Ça a attiré son attention. Ses yeux se sont plissés et pendant un instant, j'ai vu une véritable colère y briller. Tu vas le regretter. Et puis il est parti, mais pas avant de prendre une photo de mon appartement en sortant. Je ne savais pas ce qu'il comptait en faire, mais je l'ai vite découvert. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message de ma tante. Est-ce que ça va? Ta mère a dit que tu avais des difficultés et que tu refusais de l'aide. Ne sois pas trop fier, mon chéri. Il n'a pas fallu longtemps pour reconstituer le puzzle. Caleb devait avoir montré cette photo à mes parents, affirmant que je joignais à peine les deux bouts. Ils ont probablement raconté à toute la famille que j'étais trop têtu pour rentrer à la maison. Les appels de pitié ont commencé à arriver au compte-gouttes. Les SMS, les messages passifs-agressifs du genre « Nous prions pour toi ». C'était humiliant. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai redoublé d'efforts dans mon travail. J'ai mis en ligne plus de musique, j'ai agrandi mon audience et j'ai même décroché un petit contrat de sponsoring. Mieux je m'en sortais, plus il semblait désespéré. Puis, un soir, alors que je terminais une session d'enregistrement, j'ai entendu un autre coup à ma porte. Cette fois, ce n'était pas Caleb. C'étaient les trois. Maman, papa et l'enfant chéri lui-même. Ils se tenaient là comme un front uni, chacun avec une expression différente. Maman avait l'air anxieuse, papa avait l'air sévère et Caleb avait l'air suffisant. « On peut entrer ?» a demandé maman. J'ai hésité, puis je me suis écarté. Au moment où ils se sont assis, j'ai su que ce n'était pas une visite de courtoisie. Il y avait une tension dans l'air, le genre qui ne précède qu'une tempête. Papa a parlé le premier. « Nous devons parler de ton attitude. » « Quelle attitude ?» ai-je demandé. Maman a sauté sur l'occasion. « Tu as été distant, irrespectueux. Nous avons essayé de t'aider, mais tu nous repousses sans cesse. » J'ai failli rire à nouveau.
M'aider? Vous avez annulé mon 18e anniversaire parce que Caleb ne se sentait pas assez spécial. Vous avez essayé de le faire emménager dans mon appartement et maintenant vous dites que c'est moi le problème. Caleb a croisé les bras, se penchant en arrière sur sa chaise. Tu aimes vraiment jouer la victime, hein? C'en était trop. Quelque chose en moi a craqué. Je les ai regardés un par un. Les personnes qui m'avaient fait sentir invisible toute ma vie. Et pour la première fois, je n'avais pas peur de parler. Vous savez quoi, ai-je dit doucement. Peut-être que j'en ai fini d'être le silencieux. Et juste au moment où j'allais leur dire tout ce que j'avais gardé pour moi pendant des années, toute la rancœur, toute la douleur, Caleb a souri narquoisement, s'est penché en avant et a dit quelque chose qui a tout changé. Le sourire narquois de Caleb disait tout avant même que les mots ne sortent de sa bouche. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, cette fausse confiance décontractée dégoulinant de lui comme de l'huile. Tu crois que tu as tout compris, n'est-ce pas, Owen, dit-il. Ton petit appartement, ta chaîne YouTube, ton indépendance. Tu penses vraiment que ça te rend meilleur que nous? Je n'ai pas répondu. J'essayais toujours de comprendre pourquoi ils étaient tous là, assis dans mon petit salon comme pour une intervention. Sauf que personne ne semblait s'inquiéter pour moi. Ils avaient l'air en colère, menacés. Maman joignit les mains et prit une inspiration tremblante. Nous ne sommes pas venus ici pour nous battre. Chérie, nous avons juste. Nous devons être honnêtes à propos de quelque chose. Mon estomac se noie. Qu'est-ce que ça veut dire? La mâchoire de papa se contracta comme s'il se forçait à rester calme. Ta mère et moi avons discuté et nous pensons qu'il est temps que tu rentres à la maison. J'ai cligné des yeux. Quoi? Maman hocha la tête. Toute cette histoire de vivre seul, c'était bien pendant un temps, mais ça a été trop loin. Tu t'isoles. Tu es orgueilleux. Caleb a besoin de soutien et nous avons besoin de retrouver notre famille. Voilà encore. Caleb a besoin. C'était toujours à propos de ce dont il avait besoin. J'ai essayé d'en rire, mais ma poitrine était serrée. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas simplement décider que je réemménage. Papa fronça les sourcils. Nous ne décidons pas, nous demandons. Mais tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Nous pensons juste que c'est mieux pour tout le monde. Pour tout le monde sauf pour moi, ai-je marmonné. La voix de maman s'adoucit, presque suppliante. Owen, chérie, ton frère a traversé tellement de choses. Il n'a pas été accepté en médecine encore une fois, et il est déprimé. Tu sais à quel point il peut être fragile. Et alors? Je suis censé rentrer à la maison pour lui remonter le moral? Le ton de papa se durcit. Ne parle pas de ton frère comme ça. Tu n'aurais même pas cet appartement si ce n'était pas pour nous. Je me suis figé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il jeta un coup d'œil à maman, puis de nouveau à moi. Nous t'avons aidé à démarrer. Que tu le réalises ou non, l'argent sur ton compte quand tu as déménagé, il venait de nous. Ma tête se redressa brusquement. Quoi? Non, ce n'est pas vrai. C'était de mon travail à l'épicerie. J'ai économisé chaque. Maman l'interrompit, sa voix tremblant d'une fausse tristesse. Nous avons transféré de l'argent sur ton compte d'épargne quand tu avais 17 ans. Nous voulions te donner un filet de sécurité, mais cet argent est toujours à nous. Techniquement. La pièce devint silencieuse. Je pouvais entendre le faible bourdonnement du frigo, les voitures lointaines dehors, et la lente prise de conscience que ce n'était pas une question de famille ou d'inquiétude. C'était une question de contrôle. Je me suis levé. Alors, vous pensez que ça vous donne le droit de me dire comment vivre ma vie? Les yeux de papa se plissèrent. Tu n'aurais même pas cet endroit sans cet argent. Nous méritons un peu de respect. Caleb gloussa à voix basse. On dirait que quelqu'un doit un peu de gratitude à la famille. Je me suis tourné vers lui, la colère montant en moi. De la gratitude? Le gars qui n'a jamais levé le petit doigt de sa vie veut que je sois reconnaissant? Il haussa les épaules. Tu ne tiendrais pas une semaine s'il te coupait les vivres. Je voulais crier, hurler, mais quelque chose dans son regard suffisant me disait que c'était exactement ce qu'il voulait, que je perde le contrôle pour qu'il puisse à nouveau jouer les victimes. Alors, au lieu de cela, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit doucement, dehors. La voix de maman se brisa. Owen. Dehors. Papa se leva,
me fusillant du regard. Nous essayons de t'aider. Ne nous fais pas le regretter. Je n'ai pas bougé. Vous devriez déjà le regretter. Ils sont partis finalement, claquant la porte derrière eux. Mais ce n'était pas la fin. Loin de là. Quelques jours passèrent. J'ai essayé de passer à autre chose, me concentrant sur ma musique, enregistrant tard dans la nuit. Mais il y avait une tension que je ne pouvais pas secouer. Le sentiment que quelque chose se préparait en coulisses. Et puis c'est arrivé. Je me suis réveillé un matin avec un flot de notifications sur mon téléphone. Commentaires, messages, mentions. Ma chaîne YouTube, celle que j'avais mis un an à construire, explosait. Au début, j'ai pensé que c'était une bonne chose. Peut-être qu'une de mes chansons était enfin devenue virale. Puis j'ai vu le titre d'une nouvelle vidéo qui se propageait comme une traînée de poudre. La vérité sur Owen, le menteur derrière la musique. Mon estomac se serra. C'était une vidéo de 15 minutes mise en ligne par un compte aléatoire qui n'avait été créé que la veille. Mais la voix, je l'ai reconnue immédiatement. Caleb. Il avait utilisé un faux nom, légèrement déformé sa voix, mais il n'y avait aucun doute sur sa façon de parler, les mêmes pauses suffisantes, les mêmes petites inflexions. La vidéo montrait des captures d'écran de mon Instagram, mes statistiques YouTube, et même des extraits de mes diffusions en direct. Il prétendait que je simulais mon succès, que j'avais volé de l'argent à mes parents, que je jouais la victime pour leur donner le mauvais rôle. Il a même laissé entendre que mes abonnés se faisaient arnaquer par un gamin qui prétendait être fauché. C'était comme regarder quelqu'un incendier votre maison et le raconter comme une histoire pour s'endormir. À un moment donné, il a dit, c'est drôle comme Owen se prend pour un self-made man alors que toutes ses factures étaient payées par papa et maman. Je suppose qu'être la déception de la famille a finalement payé. J'ai eu la nausée. J'ai essayé de signaler la vidéo, mais elle avait déjà été partagée sur Reddit et Facebook. Mes messages privés étaient pleins de gens qui demandaient si c'était vrai, d'autres qui se moquaient de moi, certains me traitant même de fraudeur. J'ai immédiatement appelé mes parents. Maman a décroché à la 3e sonnerie. Étiez-vous au courant de ça, ai-je exigé. Elle a hésité. Owen, calme-toi. Vous étiez au courant? Ma voix tremblait. Vous étiez au courant, n'est-ce pas? Elle a soupiré. Ton frère essayait juste de donner sa version de l'histoire. Les gens méritent de savoir ce qui s'est vraiment passé. Ce qui s'est vraiment passé, ai-je crié. Vous voulez dire votre version? Ou je suis le méchant pour avoir voulu un anniversaire normal? La voix de papa s'est jointe en arrière-plan. Tu as cherché ça, Owen. Tu nous as coupé de ta vie. Tu ne nous as pas laissé le choix. Je n'en croyais pas mes oreilles. Vous l'avez laissé faire ça? Vous l'avez laissé traîner mon nom en ligne. Maman a dit doucement, tu aurais juste dû rentrer à la maison. J'ai raccroché avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. Cette nuit-là, je suis resté assis dans mon appartement sombre, fixant la lueur de l'écran de mon ordinateur portable. La vidéo avait atteint 20 000 vues. La section des commentaires était un champ de bataille. La moitié des gens me défendaient, l'autre moitié me démolissait. Et puis j'ai vu un commentaire du compte personnel de Caleb. Je suppose que le succès est de famille. Certains d'entre nous le méritent honnêtement. J'ai refermé l'ordinateur portable si fort que le son a résonné dans l'appartement. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas seulement en colère. Je me sentais trahi, complètement, profondément trahi par les personnes qui étaient censées me protéger. Ils n'avaient pas seulement gâché mon anniversaire ou mon enfance ou ma tranquillité d'esprit. Ils essayaient activement de détruire tout ce que j'avais construit. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Mes pensées tournaient en boucle. Des flashs du sourire narquois de Caleb, de la voix de ma mère, des menaces de mon père. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais excusé leur comportement, toutes les fois où je m'étais dit qu'ils changeraient. Mais maintenant, je le voyais pour ce que c'était. Ils ne voulaient pas que je revienne parce qu'ils m'aimaient. Ils voulaient que je revienne parce qu'ils ne supportaient pas l'idée que je m'en sortais mieux sans eux. Le lendemain matin, j'ai reçu un autre SMS de Caleb. Caleb, hey frérot, désolé pour la vidéo. Je la retirerai si tu t'excuses auprès de maman. J'ai fixé le message pendant un long moment, ressentant ce mélange d'incrédulité et de fureur engourdie. Moi, tu as publié des mensonges sur moi en ligne. Caleb, pas des mensonges, juste une perspective. Moi,
tu m'as humilié devant des milliers de personnes. Caleb, alors arrange ça. Dis pardon. Rentre à la maison. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Au lieu de cela, j'ai éteint mon téléphone et je suis resté assis en silence pendant des heures. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose que j'aurais probablement dû voir depuis longtemps. Ils n'arrêteraient jamais de me prendre des choses. Pas tant que je ne leur ferais pas voir ce qu'ils avaient fait. Pas tant que je ne reprendrais pas quelque chose. Mais avant que je puisse planifier quoi que ce soit, les choses ont empiré. Bien pire. Parce que 2 jours plus tard, je suis rentré du travail et j'ai trouvé la porte de mon appartement légèrement ouverte. La serrure était rayée et l'intérieur semblait en désordre. Les tiroirs ouverts, des papiers éparpillés, mon étui de guitare vide. Quelqu'un était entré par effraction. Et je n'avais même pas besoin de deviner qui c'était. Quand j'ai vu le désordre pour la première fois, je n'ai même pas bougé. Je suis resté là, dans l'embrasure de la porte, à regarder mon petit appartement, ma petite bulle de sécurité mise en pièces. Ça n'avait pas l'air réel. Les tiroirs avaient été vidés sur le sol, mes livres éparpillés comme si quelqu'un avait piétiné dessus. Et la seule chose qui faisait que cet endroit me ressemblait, ma guitare, avait disparu. Pendant une seconde, je me suis dit que ce devait être une coïncidence. Peut-être qu'un inconnu était entré par effraction. Peut-être que je n'avais pas eu de chance. Mais ensuite, je l'ai vu. Sur le comptoir de la cuisine, juste à côté de la pile de mon courrier ouvert, il y avait une petite photo. C'était une photo de moi et de Caleb quand nous étions enfants, celle qui était posée sur ma commode à la maison. Nous avions peut-être 10 et 12 ans, tous deux dans des pulls assortis, des sourires forcés plaqués sur nos visages. Je n'avais pas vu cette photo depuis des années, et maintenant elle était là, comme une carte de visite. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai composé le numéro de la police, ma voix tremblant alors que j'expliquais ce qui s'était passé. Ils sont venus, ont pris des notes, ont regardé autour d'eux et m'ont essentiellement dit ce que je savais déjà. Sans image de sécurité ni témoin, il n'y avait pas grand-chose qu'ils puissent faire. Ils ont rédigé un rapport, m'ont dit de faire une liste de tout ce qui manquait, et sont partis. Au moment où la porte s'est refermée derrière eux, le silence m'a paru plus lourd qu'avant. Je me suis affalé sur le canapé, entouré par les débris, et je suis resté assis là, à fixer l'endroit vide où se trouvait ma guitare. Ce n'était pas seulement un instrument. C'était la seule chose que j'avais achetée entièrement par moi-même. Ma première vraie preuve que je pouvais faire quelque chose de ma vie. Et maintenant, elle avait disparu. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je ne pouvais pas. Chaque son me faisait sursauter. Le bourdonnement du frigo, le craquement du plancher, tout semblait être une menace. Je suis resté éveillé jusqu'au lever du soleil, faisant défiler mon téléphone, relisant de vieux messages de ma mère et de Caleb, essayant de comprendre comment j'en étais arrivé là. Le lendemain matin, j'ai à nouveau fouillé mes tiroirs, cette fois plus attentivement. J'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Une enveloppe cachée derrière une pile de reçus. À l'intérieur se trouvait une note pliée, écrite de l'écriture inimitable de mon frère. Tu aurais dû rester humble, petit frère. Peut-être que ça t'apprendra. Pas de signature, pas d'explication, juste ça. Mes mains se sont serrées si fort que le papier s'est froissé. Je sentais la colère monter en moi. Chaude, suffocante et inutile. Parce que qu'est-ce que je pouvais faire? Appeler à nouveau la police et leur dire que mon frère l'avait probablement fait? Il hausserait simplement les épaules et dirait que c'était une affaire de famille. Alors, au lieu de cela, je n'ai rien fait. J'ai nettoyé le désordre, jeté la note dans un tiroir et me suis forcé à continuer. Je suis allé travailler ce jour-là comme un zombie. Mon patron, un homme plus âgé et gentil nommé Rick, l'a remarqué immédiatement. « Ça va, gamin ?» a-t-il demandé en réapprovisionnant les étagères. « Ouais », ai-je menti. Juste fatigué. Il n'a pas insisté. Il a juste hoché la tête et a dit « Tu es l'un des bons. Ne laisse pas les gens t'épuiser. » C'était une chose si simple à dire, mais pour une raison quelconque, ça m'a marqué. J'avais besoin d'entendre ça, que je n'étais pas fou de ressentir ce que je ressentais. Les jours suivants, je suis resté silencieux. Je n'ai pas appelé mes parents. Je n'ai pas envoyé de SMS à Caleb. Je travaillais, mangeais et dormais. Le monde extérieur à mon appartement continuait de tourner, mais le mien s'était réduit à quelque chose de petit et de silencieux.
Ma chaîne YouTube en a pris un coup. J'ai perdu des abonnés. Les marques ont cessé de répondre et quelques-uns de mes fans ont envoyé des messages disant qu'ils étaient déçus après avoir vu cette vidéo que Caleb avait faite. J'ai essayé de publier une courte mise à jour expliquant que tout était faux, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Les trolls sont arrivés en force, m'accusant de mentir, disant que je jouais à nouveau la victime. C'était comme crier dans un vide qui ne faisait que renvoyer des rires en écho. Un soir, après une autre longue journée à l'épicerie, je me suis assis sur mon balcon avec une tasse de café refroidi. Le ciel était gris, la ville bourdonnait en dessous de moi. Et pour la première fois, je me suis senti complètement seul. Pas de famille, pas de réputation, pas de guitare, rien qui me faisait me sentir moi-même. C'est là que l'idée m'a frappé. C'était peut-être ça, le fond du trou. Et bizarrement, cela m'a apporté de la clarté. Parce que si c'était le point le plus bas, alors la seule direction restante était vers le haut. Alors, j'ai commencé à faire de petits changements. Je ne les ai pas annoncés, je n'en ai parlé à personne. J'ai juste commencé à reconstruire tranquillement. La première chose que j'ai faite a été de fermer mes anciens comptes de médias sociaux. Absolument tous. J'ai créé une nouvelle chaîne YouTube sous un pseudonyme et j'ai recommencé à publier en utilisant ce qu'il me restait. Ma guitare de secours, un vieux micro et un ordinateur portable bon marché. Je ne me souciais plus des abonnés. J'avais juste besoin de créer. Ça faisait du bien, presque thérapeutique, comme si je reprenais des morceaux de moi-même qu'ils ne pouvaient pas toucher. Puis j'ai pris un deuxième emploi dans un café local. La propriétaire, une femme nommée Claire, m'a embauché sans trop de cérémonie. Elle aimait mon éthique de travail, et bientôt je faisais les services du matin là-bas et ceux du soir à l'épicerie. C'était épuisant, mais ça me maintenait concentré. Quelques semaines passèrent et je commençais à remarquer quelque chose d'étrange. Le silence. Pas d'appel, pas de SMS, pas de nouveau chaos. C'était comme si ma famille avait finalement décidé que je n'en valais plus la peine. Mais le silence ne signifiait pas la paix. Cela signifiait qu'ils planifiaient quelque chose. Je pouvais le sentir. Un soir, après avoir fermé le café, je suis rentré chez moi pour trouver une lettre collée sur ma porte. Pas d'enveloppe cette fois. Juste une feuille de papier pliée une fois. Nous voulons arranger les choses. Réunion de famille demain. 18h ne nous ignore plus. Pas de signature, mais je n'en avais pas besoin. L'écriture était celle de mon père. J'ai froissé la note et l'ai jetée à la poubelle, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. Que signifiait même « arranger les choses » dans leur monde ? Habituellement, cela signifiait prétendre que rien ne s'était passé pendant que je m'excusais pour tout. Pourtant, une partie de moi, la partie naïve qui espérait encore quelque chose de bon, a envisagé de s'y rendre. Peut-être qu'ils avaient réalisé à quel point ils avaient eu tort. Peut-être que Caleb avait avoué. Peut-être qu'ils étaient prêts à être une vraie famille. À 18h le lendemain, je faisais les 100 pas dans mon salon, tiraillé entre la curiosité et l'instinct de survie. Finalement, je n'y suis pas allé. Je savais comment cette réunion se terminerait, avec moi, culpabilisé pour leur pardonner pendant que Caleb serait assis là, souriant narquoisement. Alors je suis resté à la maison et 1 heure plus tard, mon téléphone a explosé. « Maman, nous t'avons attendu. C'était ta dernière chance d'arranger les choses. Papa, ne prends plus la peine d'appeler. C'est fini entre nous. » C'était ça. Des années de loyauté, de mendicité pour leur approbation, d'essais pour prouver que j'étais suffisant. Tout effacé en 2 messages. Pour la première fois, cependant, je n'ai pas pleuré. Je me sentais juste vide, puis calme, parce que j'ai réalisé quelque chose de puissant à ce moment-là. Je n'avais plus besoin d'eux. Mais le destin, ou peut-être l'ironie, n'était pas prêt à me laisser tranquille. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un email d'une entreprise, celle qui avait sponsorisé ma chaîne de musique avant que tout ne s'effondre. Ils avaient vu le drame en ligne et avaient décidé de couper les ponts. Ma petite source de revenus avait disparu. Ça faisait mal, bien sûr, mais une partie de moi s'y attendait. Les dégâts causés par Caleb n'allaient pas disparaître du jour au lendemain. J'ai passé les semaines suivantes à joindre les 2 bouts. Loyer, nourriture, travail, et on recommence. J'avais à peine le temps de penser, et c'était peut-être une bénédiction. Mais de temps en temps, je regardais ce coin vide où se trouvait ma guitare et je ressentais à nouveau cette douleur. Puis un soir,
alors que je fermais le café, Claire est sortie de l'arrière avec une lettre à la main. « Quelqu'un a déposé ça pour toi, dit-elle. » J'ai froncé les sourcils. « Pour moi. » Elle a hoché la tête. « Un type a dit qu'il était ton frère. » Mon estomac se serra. J'ai pris l'enveloppe et je suis sorti dans l'air frais de la nuit avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une seule note et une photo. La note disait « Tu n'es pas venu », alors je leur ai montré la vérité. La photo était de moi, assis dans mon appartement sans m'en douter. Prise à travers ma fenêtre. J'ai senti le sang quitter mon visage. C'est là que ça m'a frappé. Caleb n'était pas seulement entré par effraction une fois. Il m'avait surveillé. Je ne suis pas rentré chez moi cette nuit-là. Je ne pouvais pas. Je suis resté au café jusqu'à l'aube, buvant du café rassis, fixant cette photo et essayant de réfléchir. Mon frère n'était pas seulement cruel, il était obsédé. Il voulait que je craque complètement. Mais assis là, entouré par le bourdonnement des machines à expresso et les faibles lumières de la ville à l'extérieur, quelque chose en moi s'est endurci. Il voulait que je me sente impuissant. Il me voulait effrayer. Et pour la première fois de ma vie, j'ai décidé que je n'allais pas lui donner cette satisfaction. Si c'était ça, le fond du trou, s'il m'avait vraiment tout pris, alors il était temps d'arrêter de jouer en défense. Parce que j'avais peut-être été le silencieux pendant toutes ces années. Mais je n'étais pas stupide. Et si Caleb pensait qu'il pouvait me détruire et s'en tirer indemne, il était sur le point d'apprendre à quel point il avait tort. Quand on touche le fond, il y a quelque chose d'étrangement libérateur. On arrête de se soucier de ce que les gens pensent de vous parce que, honnêtement, il n'y a plus rien à perdre. C'est là que j'en étais, assis dans la banquette d'angle du café au lever du soleil, regardant les gens passer avec leur café du matin, réalisant que pour la première fois depuis des années, je ne devais d'explication à personne. Ni à mes parents, ni à Caleb, à personne. Je suis rentré chez moi plus tard ce matin-là, prudent et alerte. Mon estomac s'est tordu en déverrouillant la porte, m'attendant à moitié à un autre désordre, une autre note, une autre photo. Mais l'appartement était calme. Toujours la même faible odeur de café rassis et de déterge. J'ai vérifié chaque recoin avant de verrouiller la porte derrière moi. Puis je me suis assis à mon bureau et j'ai commencé à écrire. Au début, ce n'était que des paroles, des lignes brutes et en colère sur la trahison et le silence et le poids d'être invisible. Puis des mélodies ont commencé à se former dans ma tête. J'ai pris ma guitare de secours, la bon marché que j'avais achetée d'occasion des années auparavant, et j'ai commencé à enregistrer. Ce n'était pas poli. Ce n'était pas joli, mais c'était réel. Pendant des semaines, j'ai mis tout ce que j'avais dans ce projet. Chaque once de douleur, chaque parcelle de colère, chaque cri silencieux que j'avais retenu pendant des années est allé dans ces chansons. J'ai arrêté de me soucier d'obtenir des vues ou des sponsorings. Je n'ai même pas utilisé mon vrai nom cette fois, juste le pseudonyme Noah West. Je voulais que la musique parle d'elle-même, sans le fardeau du nom de ma famille. Au début, rien ne s'est passé. Les vidéos obtenaient quelques centaines de vues ici et là. Un commentaire disant « ça sonne différemment ». J'aime bien. Un autre disant « on peut sentir l'émotion là-dedans ». C'était suffisant pour me faire continuer. Au deuxième mois, les choses ont commencé à changer. Une de mes chansons, Glass Houses, Maison de verre, a été reprise par une petite chaîne de musique qui partageait des artistes underground. En une semaine, elle avait 100 000 vues. Puis sont venus les messages. Des gens de partout disant que la chanson leur semblait personnelle, qu'elle les avait aidés à traverser des choses qu'ils ne pouvaient même pas décrire. Une fille du Canada a écrit « J'ai écouté ça en boucle quand ma famille m'a renié. Merci de m'avoir fait me sentir moins seul. » Je n'ai pas répondu à chaque message, mais je les ai tous lus. Chacun me rappelait que peut-être, juste peut-être, tout ce que j'avais traversé n'était pas pour rien. Au troisième mois, je recevais des emails de producteurs indépendants me demandant si je voulais collaborer. L'un m'a même proposé de faire figurer ma chanson dans la bande originale d'une série dramatique pour adolescents sur Netflix. Les droits d'auteur n'étaient pas encore révolutionnaires, mais ils suffisaient à couvrir le loyer confortablement. Pour la première fois depuis que j'avais quitté la maison, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La stabilité. J'ai quitté mon travail à l'épicerie pour me consacrer à la musique à plein temps. Claire, au café, a insisté pour que je reste à temps partiel. Juste au cas où tu aurais besoin d'un endroit pour respirer, a-t-elle dit, et honnêtement, j'en étais reconnaissant.
Elle était l'une des rares personnes à me voir comme une personne, pas un projet. Un jour, après avoir terminé mon service, elle s'est assise en face de moi à l'une des tables et a dit « Tu as l'air plus léger ces jours-ci. » J'ai souri pour la première fois depuis un moment. « Ouais, je suppose que j'arrive enfin quelque part. » Elle a hoché la tête. Ce qui est drôle avec le succès, c'est qu'il est assez bruyant pour que les gens commencent à l'entendre même quand on n'essaie pas de crier. Je ne réalisais pas à quel point c'était vrai jusqu'à 2 semaines plus tard. J'ai reçu un email d'une adresse inconnue. L'objet était « J'ai vu ta vidéo. Fier de toi. » C'était de ma tante Linda, la seule parente qui m'ait jamais traité comme si je comptais. Elle a dit qu'elle était tombée sur ma nouvelle chaîne par accident et qu'elle n'avait aucune idée que c'était moi jusqu'à ce qu'elle reconnaisse ma voix. « J'ai toujours su que tu trouverais ton chemin », a-t-elle écrit. Ne laisse personne te prendre ça à nouveau. Lire cela a été comme une petite guérison, comme si une pièce du puzzle brisé de mon passé s'était tranquillement remise en place. Mais le succès a une façon d'attirer l'attention, même celle que l'on ne veut pas. Un mois après que Glass Houses soit devenu viral, j'ai reçu un message sur Instagram. Pas de photo de profil, pas de nom, juste « belle chanson ». Dommage que tes parents ne sachent pas que c'est toi. Mon cœur s'est serré. Je n'ai pas répondu, mais je n'en avais pas besoin. Je savais exactement qui l'avait envoyé. Caleb. Il m'avait retrouvé. Mais cette fois, quelque chose était différent. Je n'avais pas peur. Je n'étais pas le même gamin silencieux qui avait quitté la maison cette froide nuit de février. J'avais quelque chose maintenant, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas me prendre, la preuve que je pouvais construire une vie sans eux. Au lieu de réagir, je suis resté silencieux. J'ai continué à publier de la musique, à travailler et à construire lentement mon public. Chaque chanson que je sortais grandissait plus vite que la précédente. À la fin de l'année, mon nombre d'abonnés avait dépassé le demi-million. Et puis est arrivé le jour qui a tout changé. J'étais au café quand Claire m'a appelé dans son bureau. Elle m'a tendu son téléphone avec un sourire. « Regarde », a-t-elle dit. C'était un article. Le musicien anonyme derrière Glass Houses révélé. Rencontrer Noah West. Mon vrai nom n'y figurait pas, mais le monde commençait à me remarquer. Des maisons de disques me contactaient. Des interviews, des articles, même de petites apparitions à la télévision. J'aurais dû être aux anges, et une partie de moi l'était, mais une autre partie de moi sentait le poids de ce qui allait arriver, car la célébrité, même petite, a une façon de ramener les fantômes dans votre vie. Cette nuit-là, alors que je rangeais mon matériel d'enregistrement, j'ai entendu le faible bourdonnement de mon téléphone. Un SMS d'un numéro inconnu. J'ai entendu dire que tu étais célèbre maintenant. Je suppose que maman et papa se sont trompés sur toi. Vous voyez, pas d'excuses, pas de reconnaissance de ce qu'il avait fait. Juste ce ton suffisant et passif-agressif qu'il maîtrisait depuis l'enfance. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas bloqué non plus. J'ai juste laissé le message là, comme un rappel. Mais je n'étais pas naïf. Je le connaissais assez bien pour savoir qu'il ne s'arrêterait pas là. Caleb se nourrissait de contrôle, et le perdre, me perdre, devait le rendre fou. Effectivement, quelques semaines plus tard, mes parents ont pris contact. Cette fois, pas avec de la culpabilisation ou des insultes, juste des messages soigneusement rédigés qui sonnaient comme répétés. « Maman, nous t'avons vu aux infos. Nous sommes si fiers de toi. Peut-être que nous pourrions venir à l'un de tes concerts. Papa, tu as vraiment fait quelque chose de toi, mon fils. Mettons le passé derrière nous. » J'ai fixé ces messages pendant un long moment, les lisant et les relisant. Les mêmes personnes qui m'avaient renié, humilié, traité d'ingrat, voulaient maintenant me célébrer. Et peut-être que quelques mois plus tôt, j'aurais été tenté de croire qu'ils avaient changé. Mais j'avais appris quelque chose d'important à leur sujet. Leur amour était conditionnel. Il n'existait que lorsque j'étais assez petit pour qu'ils puissent me contrôler. Pourtant, je n'ai pas supprimé les messages. Pas encore. Parce qu'une partie de moi, le stratège en moi, a réalisé que j'avais peut-être enfin l'avantage. Je n'ai pas répondu, mais j'ai commencé à tout documenter. Les messages, les appels, les commentaires sur mes vidéos de comptes anonymes qui en savaient toujours trop sur ma vie. J'ai même installé une caméra à l'intérieur de mon appartement. Cette fois, une face à la porte, une près de la fenêtre. Si Caleb ou mes parents voulaient à nouveau jouer à des jeux, j'allais être prêt. Pendant ce temps,
je continuais de monter. L'offre du label est arrivée en février, exactement un an après mon 18e anniversaire, la nuit où j'avais quitté la maison. Un cercle poétique complet. Ils voulaient me signer pour un petit contrat d'album, avec une liberté de création totale. J'ai signé la même semaine. En quelques mois, je donnais de petits concerts dans la ville. Les foules n'étaient pas énormes, mais elles étaient à moi. Chaque personne présente chantait des paroles que j'avais écrites seul dans cet appartement en ruine. Chaque acclamation, chaque applaudissement me donnait l'impression de reprendre une autre partie de ce que ma famille m'avait volé. Et l'argent a commencé à arriver. Pas des sommes folles, mais assez pour respirer, pour payer des dettes, pour améliorer mon studio, pour enfin acheter une nouvelle guitare, une meilleure. Lorsque le premier chèque de droit d'auteur a été encaissé, je suis resté dans mon appartement à le tenir et je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Je ne riais pas du chiffre, je riais de l'ironie. Parce que pendant des années, mes parents m'avaient dit que suivre ma passion était une perte de temps, que je devais être réaliste, que je finirais par les supplier pour de l'aide. Et maintenant, je gagnais plus avec ma perte de temps qu'ils n'en avaient jamais gagné en un an. Je n'ai rien posté à ce sujet. Je ne me suis pas vanté, mais la nouvelle s'est répandue quand même. Ma tante a appelé un soir en disant qu'elle avait entendu par quelqu'un de la famille que mes parents se vantaient auprès de leurs amis de l'église du succès de leur fils musicien. Les mêmes personnes qui m'avaient un jour traité de déception utilisaient maintenant mon nom pour attirer l'attention. Au début, j'ai balayé ça d'un revers de main. Laissez-les parler. Mais ensuite, quelque chose s'est produit qui m'a fait réaliser que ce n'était pas de la fierté inoffensive. C'était une autre mise en scène. Un matin, j'ai reçu une invitation par la poste. Pas d'adresse de retour, juste une écriture élégante sur du papier épais. Vous êtes cordialement invité à célébrer la remise de diplôme de Caleb et sa nouvelle opportunité de carrière. L'adresse, la maison de mes parents. Et en bas, écrit de la cursive soignée de ma mère, se trouvaient les mots « Cela signifierait beaucoup pour nous si tu venais ». J'ai fixé cette invitation pendant un long moment. Ce n'était pas une branche d'olivier. C'était un piège. Et pour la première fois depuis mon départ, je ne me sentais pas effrayé. Je me sentais prêt, parce que j'avais quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant, un avantage. Ils pensaient que j'étais toujours ce gamin silencieux sur lequel ils pouvaient marcher. Ils ne réalisaient pas que le même silence qu'ils prenaient autrefois pour de la faiblesse s'était transformé en quelque chose de tout à fait différent. De la concentration. Alors, j'ai posé l'invitation, je me suis penché en arrière sur ma chaise et je me suis murmuré, « Très bien, Caleb. Voyons comment tu gères les projecteurs quand tout ne tourne pas autour de toi. » Parce que cette fois, je n'y allais pas pour faire la paix. J'y allais pour marquer l'histoire. L'invitation est restée sur mon bureau pendant une journée entière avant que je ne la touche à nouveau. Chaque fois que je la regardais, je ressentais le même mélange d'irritation et de curiosité. Une célébration de remise de diplôme, hein? Le timing était trop parfait. Ma carrière décollait enfin. Mon nom était en tendance sur quelques sites de musique, et maintenant, soudainement, il me voulait à une réunion de famille. Je pouvais pratiquement entendre la voix de Caleb derrière tout ça. Douce, suffisante, répétant déjà l'humiliation publique qu'il prévoyait. Mais cette fois, la différence était simple. Je n'entrais pas en scène comme le gamin oublié. J'entrais comme quelqu'un qui avait enfin le contrôle. Alors, j'ai décidé d'y aller, mais pas sans préparation. La première chose que j'ai faite a été d'appeler tante Linda. Elle avait toujours été mon alliée silencieuse. Celle qui murmurait des encouragements quand tout le monde me rabaissait. Je lui ai parlé de l'invitation, de l'effraction et du petit documentaire de Caleb qui avait failli ruiner ma réputation. Il y a eu une pause au téléphone avant qu'elle ne dise « Owen, si tu y vas, tu dois t'assurer que la vérité éclate selon tes propres termes, pas les leurs. » Ça m'a marqué. J'ai donc passé la semaine suivante à planifier. Je n'en ai parlé à personne, pas même à Claire. J'ai acheté quelques microphones cravates cachés et une caméra épingle. Rien de sophistiqué, juste assez fiable pour capturer chaque mot. J'ai répété dans ma tête ce que je pourrais dire, comment j'agirais. Pas de cris, pas de perte de contrôle cette fois. Juste une précision calme et délibérée. La soirée de l'événement est arrivée plus vite que je ne le pensais. Leur maison était exactement la même que le jour de mon départ. Pelouse soignée, volets blancs, les lumières brillant à travers les grandes fenêtres comme une carte postale parfaite. Mais alors que je me tenais sur le porche, je ne me sentais plus chez moi.
Je me sentais sur une scène. Quand maman a ouvert la porte, son sourire a été immédiat, large et artificiel. Owen, s'est-elle exclamée en me prenant dans une étreinte qui semblait répéter. Tu es venu. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, ai-je dit avec un sourire poli. La maison était pleine de gens, parents, voisins, même quelques amis d'université de Caleb. Il y avait des bannières disant « Félicitations, Caleb » et un grand collage de photos montrant son parcours. J'ai remarqué que l'une de ces photos était la même photo d'enfance qu'il avait laissée dans mon appartement après l'effraction. Un frisson m'a parcouru, mais je ne l'ai pas montré. Caleb m'a repéré de l'autre côté de la pièce. Il s'est figé une fraction de seconde, ne s'attendant pas à ce que je vienne vraiment, puis a affiché ce sourire étudié. « Eh bien, regardez qui voilà », a-t-il dit assez fort pour que les gens à proximité entendent. Le fils prodigue. J'ai simplement hoché la tête. Félicitations, Caleb. Je suppose que nous nous en sortons bien tous les deux ces temps-ci. Il a souri narquoisement. Ouais, bien que certains d'entre nous n'aient pas eu besoin de pleurer en ligne pour obtenir de la sympathie. Les gens autour de nous ont ri, mal à l'aise, ne sachant pas si c'était une blague ou une pique. J'ai souri à travers tout ça, chaque nerf de mon corps me disant de rester calme. Tu as raison, ai-je dit d'un ton égal. Certains d'entre nous ont juste dû apprendre à travailler sans aide. Son sourire a légèrement vacillé. Je pouvais dire qu'il ne s'attendait pas à ce que je sois si maître de moi. Il se nourrissait de réactions, de mon trouble. Pas ce soir. Le dîner a été servi environ 1 heure plus tard. La table était longue et trop formelle, maman assise à une extrémité, papa à l'autre, avec Caleb et moi face à face au centre. L'air était lourd de banalité et de tension. À un moment donné, maman a levé son verre. Nous sommes si fiers de nos 2 garçons, a-t-elle dit doucement. Caleb pour son diplôme et Owen pour, eh bien, quoi que ce soit que tu fasses ces jours-ci. Quelques rires ont parcouru la table. Ma tante m'a lancé un regard compatissant, mais je suis resté silencieux, les laissant creuser leur propre tombe. Puis papa s'est penché en avant. Nous avons entendu dire que ta musique marche bien, a-t-il dit, feignant un ton désinvolte. Peut-être que tu pourrais investir dans quelque chose de significatif. Aider un peu ta famille. Voilà. La vraie raison de mon invitation. J'ai posé mon verre. Aider comment? Maman a souri, crispée. Eh bien, ton frère lance son propre cabinet. Il a l'intelligence, mais il pourrait utiliser un partenaire. Quelqu'un avec des ressources. Des ressources, ai-je répété, ma voix calme et tranchante. Vous voulez dire de l'argent? Papa a gloussé comme si je dramatisais. Ce n'est pas une question d'argent, mon fils. C'est une question de famille. Le succès de Caleb est celui de nous tous. J'ai laissé échapper un petit rire. Intéressant. Parce que quand j'étais en difficulté, je ne me souviens pas que quelqu'un ait dit que ma douleur était aussi celle de la famille. La pièce est devenue silencieuse. Caleb s'est penché en arrière sur sa chaise, essayant de reprendre le contrôle. Allez, Owen. Ne sois pas amer. Ce pourrait être une excellente occasion pour toi d'arranger les choses. J'ai penché la tête. Arranger les choses? Il a hoché la tête. Tu sais, après toute cette histoire de vidéo, les gens t'ont peut-être pardonné, mais Internet n'oublie jamais. T'aligner avec moi, un professionnel respecté, pourrait t'aider à nettoyer ton image. Pendant un instant, je n'ai même pas pu parler. Je l'ai juste regardé, réalisant à quel point son arrogance était profonde. Il croyait vraiment me faire une faveur. J'ai alors souri, lentement et délibérément. Tu as raison, Caleb. Internet n'oublie pas. Et c'est là que j'ai sorti mon téléphone de ma poche, tourné l'écran vers lui et appuyé sur lecture. C'était un court clip, peut-être 1 minute, mais chaque mot était parfaitement clair. Sa voix, son visage, assis dans mon appartement, tenant ma guitare volée, en train de rire. Tu aurais dû rester humble, petit frère. Peut-être que ça t'apprendra. La table est tombée dans un silence de mort. On aurait pu entendre une mouche voler. L'expression de Caleb s'est figée. Oh, où as-tu eu? J'ai installé des caméras après la première fois que tu es entré par effraction, ai-je dit calmement. Je suppose que tu les as oubliés. La fourchette de maman a cliqueté sur son assiette. Caleb, qu'est-ce que c'est que ça? Il a bégayé,
le visage pâle. C'est faux. Il ment. Mais je sortais déjà la deuxième preuve, un rapport de police imprimé de l'effraction. Je n'ai pas porté plainte avant, ai-je dit. Je ne voulais pas gâcher ta vie. Mais vu que tu continues de mentir à ce sujet, il est peut-être temps que j'arrête de te protéger. Mon père a regardé entre nous deux, le visage rouge. Tu as enregistré ton frère? Je me suis tourné vers lui. Non, c'est lui qui m'a enregistré. Il a fait de fausses vidéos pour salir mon nom, est entré par effraction chez moi et m'a volé. J'ai juste documenté la vérité. Des murmures se sont répandus autour de la table. La main de tante Linda a couvert sa bouche. Caleb avait l'air acculé, sa mâchoire se crispant. Tu ne peux pas prouver. En fait, ai-je dit en le coupant, si, je peux. J'ai tapé à nouveau sur mon téléphone, cette fois en ouvrant une page web privée, le site de mon avocat. Voici mon nouveau manager. Et oui, il est aussi avocat. Nous préparons un procès civil depuis des mois. Calomnie, diffamation, vol de biens, tout est soigneusement documenté. La couleur a complètement quitté le visage de Caleb. Maman s'est approchée de lui en chuchotant, « Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Il n'a pas répondu. Je me suis penché en arrière, calme, stable. Ne vous inquiétez pas, je ne porte pas plainte pour l'instant. Mais je voulais que tout le monde ici voie qui est la vraie victime. Et si l'un d'entre vous répète un jour ce qu'il a publié sur moi, ai-je regardé autour de la table, ma voix calme mais ferme, vous aurez de ces nouvelles aussi. J'ai reculé ma chaise et je me suis levé. Pas de cris, pas de larmes, juste une puissance tranquille. Avant de partir, je me suis tourné vers ma mère. Tu as dit un jour que je devrais être plus comme Caleb. Je pense que je comprends enfin pourquoi c'était une si terrible idée. Puis j'ai regardé Caleb une dernière fois, figé, humilié. Son image parfaite fissurée aux yeux de tous. Au fait, ai-je dit avec un léger sourire, je sors une nouvelle chanson la semaine prochaine. Elle s'appelle Affaires de famille. Je pense que tu pourrais l'apprécier. Je suis sorti avant que quiconque puisse dire un mot. Dehors, l'air semblait vif et pur, comme la première bouffée d'air après avoir été trop longtemps sous l'eau. Je pouvais entendre des murmures de l'intérieur, de l'incrédulité, de la colère, le son de l'effondrement d'une réputation. Quand je suis monté dans ma voiture, je suis resté assis là 1 minute, laissant le moment s'imprégner. La même maison qui m'avait un jour fait sentir si petit n'était plus qu'un décor, un endroit que j'avais dépassé. J'ai démarré le moteur, baissé la vitre et je suis parti sans regarder en arrière. Et cette nuit-là, en rentrant chez moi, j'ai pris ma nouvelle guitare et j'ai écrit un dernier couplet pour une chanson sur laquelle je travaillais. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de l'amertume. C'était du calme. Le genre de paix qui vient quand on cesse d'avoir besoin de vengeance et qu'on commence à vivre comme si on avait déjà gagné. Parce que c'est ça, le truc avec les gens qui essaient de vous détruire. Ils ne s'attendent jamais à ce que vous vous releviez silencieusement. Ils s'attendent à ce que vous craquiez. Mais je n'ai pas craqué. J'ai reconstruit. Et cette fois, ils ont dû regarder. Les retombées sont arrivées plus vite que prévu. Le lendemain matin, la conversation de groupe de la famille, que je n'avais pas ouverte depuis plus d'1 an, était un champ de bataille. Des dizaines de messages, de disputes, d'accusations. C'était comme allumer une allumette dans une pièce pleine d'essence et s'éloigner avant l'explosion. Je n'ai même pas eu à répondre. Il se déchirait entre sans moi. Ma tante a été la première à m'envoyer un message. Tante Linda, tu as fait ce qu'il fallait. Ils avaient besoin d'être démasqués. Ne laisse personne te culpabiliser de t'être défendu. Je l'ai remerciée, mais elle ne savait pas tout. La confrontation à ce dîner était devenue virale à sa manière. Pas en ligne, mais au sein de la communauté où mes parents et Caleb prospéraient. Leur réputation parfaite, celle qu'ils protégeaient depuis des années comme si elle était sacrée, était enfin fissurée aux yeux de tous. La nouvelle s'est répandue rapidement parmi les parents et les amis. La famille Golden n'était plus si dorée. Apparemment, quelques amis de Caleb présents au dîner ont filmé des extraits après mon départ. Rien d'incriminant de mon côté, mais assez pour montrer Caleb bégayer, ma mère pleurait et mon père criait à la trahison. Quelqu'un l'a publié sur un forum de potins local et en quelques jours, ça a fait le tour de notre petite ville. Soudain, ma famille n'était plus le modèle de la perfection. Ils étaient l'exemple à ne pas suivre. Maman m'a appelé 3 jours plus tard.
Sa voix était tremblante, fatiguée. Owen, s'il te plaît, tu nous as humiliés. Maman, ai-je dit calmement, je ne vous ai pas humilié. J'ai juste arrêté de vous couvrir. Elle a essayé de paraître sympathique. Le même vieux ton qu'elle utilisait quand elle voulait le contrôle. Ton frère est dévasté. Il n'a pas quitté sa chambre. Tant mieux, ai-je dit avant de pouvoir me retenir, puis plus doucement. Peut-être qu'il saura enfin ce que ça fait. Elle a soupiré en reniflant. Nous sommes une famille. Nous devrions nous entraider, pas nous détruire. Cette phrase m'a presque fait rire. Je n'ai jamais fait partie de la famille pour vous, maman. J'étais juste le point de comparaison, le rappel de ce que Caleb n'était pas. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Et pour une fois, elle n'a pas eu de réponse rapide. Juste un petit, nous ne voulions pas que ça aille aussi loin, brisé. Mais c'était le cas. Et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Après cet appel, j'ai bloqué son numéro. Pas par colère cette fois, mais par tranquillité d'esprit. Dans les semaines qui ont suivi, les ondes de cette nuit se sont propagées. L'opportunité de carrière de Caleb a disparu. Le cabinet dont il se vantait s'est avéré être une offre de stage, qui a été discrètement retirée après que ses employeurs ont vu le rapport de police que j'avais déposé puis réactivé lorsque je leur ai donné la permission de consulter les preuves. Apparemment, ils ne voulaient pas de quelqu'un avec une affaire civile en cours pour effraction et calomnie près de leurs clients. Je n'ai même pas eu à lever le petit doigt. La vérité avait une façon de faire son propre travail une fois libérée. Mes parents ont essayé de limiter les dégâts. Ils ont appelé des parents, supplié des amis, ont même envoyé de longs messages sur le fait que Caleb était incompris. Mais plus ils essayaient d'arranger les choses, pire c'était. Tout le monde avait vu les fissures maintenant. Le favoritisme, la manipulation, les doubles standards. Même les collègues de mon père ont commencé à prendre leur distance. Ma tante m'a dit qu'elle avait entendu l'un d'eux chuchoter, tel père, tel fils. Pour une famille obsédée par les apparences, ce genre de jugement silencieux était la punition ultime. Et Caleb, eh bien, c'est lui qui est tombé le plus durement. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un message d'un de ses anciens amis. « Mec, ton frère pète les plombs. Il n'arrête pas de déblatérer sur toi. Il dit que tu as ruiné sa vie. » Je n'ai pas répondu, mais je ne vais pas mentir, ça m'a fait du bien de lire ça. Pas parce que je voulais sa destruction, mais parce que pour une fois, c'était lui qui se sentait impuissant. Puis est venue la nuit qui a complètement clos le chapitre. Il était tard, passé minuit, quand j'ai entendu frapper à ma porte. Je n'attendais personne, et pendant une fraction de seconde, ma poitrine s'est serrée, pensant que c'était peut-être encore lui. Mais quand j'ai ouvert la porte, Caleb était là, trempé par la pluie, ne ressemblant en rien au frère arrogant dont je me souvenais. Ses yeux étaient rouges, sa posture avachie. Il ne souriait pas narquoisement. Il ne jouait pas la comédie. Il avait l'air petit. « Je peux entrer ?» a-t-il demandé doucement. J'ai hésité, mais je me suis écarté. Il est entré lentement, jetant un coup d'œil à l'appartement comme s'il le voyait pour la première fois. Il s'est assis à la table, et pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Le son de la pluie frappant la fenêtre remplissait le silence. Finalement, il a dit, « Tu m'as détruit. » J'ai expiré, m'appuyant contre le comptoir. Non, Caleb. Tu t'es détruit toi-même. J'ai juste arrêté de te laisser m'entraîner dans ta chute. Il s'est frotté le visage en secouant la tête. Tu te crois meilleur que moi maintenant? J'ai secoué la mienne. Non, j'ai juste appris la différence entre l'amour et le contrôle. Il est resté silencieux un moment. Puis il a dit, ils ne veulent même plus me parler. Papa est furieux. Maman pleure tout le temps. Tante Linda ne répond pas à mes appels. C'est comme si tout le monde s'était retourné contre moi du jour au lendemain. C'est ce qui arrive, ai-je dit doucement, quand on vit de mensonges, ils finissent par vous rattraper. Il a levé les yeux vers moi, sa voix tremblante. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Je voulais juste que tu arrêtes de me faire passer pour un mauvais. Cette phrase m'a frappé plus fort que prévu. Arrêtez de me faire passer pour un mauvais. C'était tout ce dont il s'agissait depuis le début. Ce n'était pas de la jalousie pour ce que j'avais. C'était de la jalousie pour qui je devenais. J'étais la preuve qu'il n'était pas le fils parfait qu'il pensait qu'il était. Tu as fait ça tout seul, Caleb, ai-je dit. Tout ce que j'ai fait,
c'est dire la vérité. Il a baissé les yeux, puis a hoché lentement la tête. Je suppose que je le méritais. Pour la première fois, il n'était pas sur la défensive. Il ne souriait pas narquoisement ni ne me blâmait. Il avait l'air humain, plein de regrets, même. Il s'est levé pour partir, mais s'est arrêté près de la porte. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Pour tout. Je n'ai rien dit. Non pas parce que je ne le croyais pas, mais parce que je n'étais pas prêt à lui donner ce qu'il voulait. L'absolution. Pas encore. Il est parti tranquillement, disparaissant sous la pluie. Je ne l'ai jamais revu après cette nuit. Un mois plus tard, tante Linda m'a dit qu'il avait déménagé dans un autre état, essayant de recommencer à zéro. Mes parents ont vendu la maison et ont déménagé dans plus petit. D'après ce qu'elle a dit, papa a eu un léger AVC et maman passe le plus clair de son temps à s'occuper de lui. Je n'ai pas ressenti de joie en l'apprenant, juste une sorte d'acceptation mélancolique. Le passé s'était finalement effondré sous son propre poids. Pendant ce temps, ma vie continuait d'avancer. L'album sur lequel je travaillais, Glass Houses, est sorti ce printemps-là. Il a débuté modestement, mais le bouche-à-oreille l'a vite propulsé. Les critiques l'ont qualifié de « hantant », sincère, et de « chef-d'œuvre tranquille ». Le dernier morceau, 18, était le plus personnel que j'ai jamais écrit. Il racontait l'histoire de cette nuit, de l'anniversaire que je n'ai jamais eu, de la famille qui a essayé de me contrôler et de la liberté que j'ai trouvée en partant. Ce n'était pas de la colère, c'était de la réflexion, et les gens s'y sont profondément connectés. L'un des commentaires sous la vidéo officielle disait « Cette chanson sonne comme quelqu'un qui ferme enfin un chapitre ». Ils avaient raison. Quand les droits d'auteur sont arrivés, j'en ai fait don d'une partie à un refuge pour jeunes près de mon ancien quartier. Des jeunes qui sortaient du système. Des jeunes qui n'avaient nulle part où aller à leurs 18 ans. C'était comme donner une voix à cette version effrayée de moi-même, une chance, un foyer. Parfois, je pensais encore à ma famille, non pas avec haine, mais avec distance, comme des personnages d'un livre que j'avais déjà fini de lire. Et de temps en temps, quand je jouais, 18, en concert, je repérais quelqu'un dans la foule avec le même regard hanté que j'avais autrefois. Quelqu'un à qui on avait dit que ses sentiments ne comptaient pas. Et quand je chantais la dernière ligne, je la chantais pour eux, parce que je savais ce que signifiait être enfin vu. Un soir, après un concert, une fan est venue me voir. Elle avait l'air nerveuse, peut-être 17 ou 18 ans, tenant un morceau de papier froissé avec mes paroles dessus. Cette ligne, a-t-elle dit doucement, celle qui parle de partir pour devenir réelle. Elle m'a sauvé. Je lui ai souri et j'ai dit la seule chose qui me venait à l'esprit, alors elle a fait ce pourquoi elle était faite. Quand elle est partie, je suis resté seul en coulisses, regardant les lumières vides de la scène s'éteindre. J'ai réalisé que mon histoire, la douleur, la trahison, le silence, s'était transformé en quelque chose qui guérissait les autres. C'était ça, la vraie vengeance. Pas la confrontation, pas la révélation, pas même la chute des personnes qui ont essayé de me détruire. La vraie vengeance, c'était de vivre une vie si honnête, si pleine, que ceux qui m'avaient brisé devraient regarder de loin, impuissants à la réécrire. Et quant à moi, j'ai finalement célébré ce 18e anniversaire, un an en retard, mais correctement cette fois. Juste moi, quelques vrais amis et un gâteau avec trop de bougies. Quand ils m'ont demandé ce que je souhaitais, j'ai souri et j'ai dit, rien. Je l'ai déjà. Parce que pour la première fois de ma vie, je n'avais pas besoin de leur approbation. Je n'avais pas besoin de leur amour. J'étais libre. Et la liberté, après une vie passée à être réduit au silence, était la plus douce des vengeances.